intrants et du biocontrôle de la DGL. Donc j'interviens en place de Camille Béchot, qui elle s'occupe de la réglementation des matières fertilisantes au niveau français et européen. Mais moi, j'interviens avec elle au titre du paquet hygiène en production végétale primaire. Donc pour nous, en production agricole, on a effectivement des pratiques agricoles, un usage des MFSC et comme un certain nombre d'intrants, ces matières peuvent être effectivement des risques potentiels de contamination physique, chimique ou microbiologique des végétaux. Donc on va voir au travers de ma présentation, hein, qui est longue, mais je vais passer assez rapidement sur les slides. Le but, c'est que tout soit écrit de façon à ce que, bon, sur des sujets que je pense qui sont déjà connus par beaucoup, on puisse bon, passer après aux autres présentations, une fois, surtout en lien avec la présentation de Laurence, là, qui présentait bien effectivement le contexte global de ces oligo-éléments ou éléments traces en fonction de leur contexte. Donc, on peut passer à la présentation, s'il vous plaît. Alors, la page suivante, oui, la page suivante, voilà. Donc, alors, au niveau donc de la réglementation, donc quand on prend effectivement la définition des matières fertilisantes au code rural, en fait, on a une notion en fait d'assurer ou d'améliorer la nutrition des végétaux, entre autres, hein. Et pour ce qui est des engrais, ils sont en fait considérés comme des matières qui apportent aux plantes des éléments utiles à leur nutrition. Alors, on a les éléments fertilisants majeurs ou secondaires, et puis on a les oligo-éléments, comme ça t'est indiqué. Alors, globalement, pour être mis sur le marché et utiliser, une matière fertilisante doit avoir disposé d'une autorisation de mise sur le marché, hein, qui depuis 2015 est délivrée par l'ANSES. Mais par contre, comme toutes les matières fertilisantes utilisées ne passent pas forcément par ce type de processus, il y a effectivement des dispenses à l'obligation de l'AMM, et notamment la conformité à des normes rendues d'application obligatoire ou à un règlement de l'Union européenne, donc qui est jusqu'en juillet 2003 et qui sera avec un élargissement des contenus le 2019-2009 à partir de juillet 2022. La page suivante, s'il vous plaît. Alors, s'agissant de la réglementation, donc depuis 80, donc pour ce qui est effectivement des matières fertilisantes mises sur le marché en France, il y a un décret étiquetage qui, en fait, s'intéresse, et d'ailleurs à l'origine, aux oligo-éléments. Donc, le principe, là, c'est de les énumérer dans un étiquetage, de préciser leur contexte, effectivement, s'ils sont complexés, chélatés, s'il y en a plusieurs, donc s'il y a un mélange d'oligo-éléments. Et effectivement, après, y compris, il faut qu'il y ait une certaine teneur, une certaine quantité pour que puisse apparaître cette notification d'un oligo-élément présent dans une matière fertilisante. La slide suivante. Alors, globalement, hein, on a dit qu'il faut effectivement une autorisation de mise sur le marché. Et donc, lorsque l'ANSES évalue en fait un produit, il y a d'une part un aspect important, hein, qui est en lien avec ce qu'on a déjà évoqué sur les ETM. C'est donc l'absence d'effets nocifs, que ce soit sur la santé humaine, animale, et donc là, potentiellement par l'ingestion plutôt de végétaux. Et puis sur l'environnement, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des diffusions de contaminants dans l'environnement. Puis après, il y a l'aspect, effectivement, c'est l'objet de la mise sur le marché d'un tel produit, c'est son efficacité. Et donc, effectivement, dans l'efficacité de certains engrais, les oligo-éléments y participent. Alors, globalement, quand on trouve sur le site de l'ANSES donc l'ensemble des autorisations de mise sur le marché délivrées, actuellement, il y en a 662 valides, ça bouge tous les jours. Et donc, parmi, effectivement, celles-ci, en gros, une centaine spécifient la présence d'un ou plusieurs oligo-éléments. Et si on regarde un peu la nature de ces matières fertilisantes autorisées, bon, il y en a à peu près, il y en a 50, donc un peu plus de la moitié, qui sont en fait également des engrais, c'est-à-dire qui justifient NPOK supérieur à 3%. C'est un amendement. Et on a éventuellement des oligo-éléments avec certaines préparations microbiennes, mais on voit que c'est. Et puis après, les autres natures, c'est des composés d'origine végétale, souvent après extraction, etc. Donc voilà, donc la présence des oligo-éléments dans les autorisations de mise sur le marché en France. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît.
Donc après, et ça depuis donc l'origine de la mise sur le marché des matières fertilisantes, il y en a eu un certain nombre qui sont mis sur le marché au travers de normes rendues d'application obligatoire. Et donc en fait, on a la 42002, la 42003, la 42004 qui distinguent effectivement des engrais avec des teneurs déclarées. Alors soit elles sont effectivement à chaque fois, donc, on les apporte au sol ou on les apporte par pulvérisation foliaire, hein. Et après, il y a des distinctions entre ce sont des combinaisons chimiques ou des combinaisons organiques. Et puis après, on a les engrais pour solutions minérales. Le principe, c'est qu'effectivement, dans la construction des normes, il y a un aspect fondamental qui est la dénomination des engrais en fonction de leurs caractéristiques. Et donc, dans ces normes, figurent des teneurs minimales qui permettent de pouvoir rentrer dans une dénomination avec le fait de citer tel ou tel oligoélément. Et ensuite, il y a des éléments sur les quantités minimales pour une application. Donc, ils sont là, en fait, des apports d'oligo-éléments par hectare. Et puis après, il y a des notions, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, de dose maximale annuelle, parce qu'on a dit, voilà, l'oligo-élément, c'est quelque chose de bon, mais il ne faut pas en mettre trop. À la fin, il faut s'arrêter. Donc, la slide suivante. Donc, on a aussi, en parallèle de la réglementation française, au travers des AMM et des normes, on a le 2003-2003, hein, qui est un règlement sur les fertilisants qui n'est pas, on n'est pas forcé de l'utiliser pour mettre en Europe des matières fertilisantes, vu qu'on a toute la réglementation des États membres, mais qui encadre effectivement, bah, depuis 2003, une partie des engrais donc inorganiques, et parmi ceux-là, les inorganiques à oligoéléments, et de même que le système des normes françaises, le principe, il y a des dénominations en fonction de la déclaration d'un oligoélément, il y a des notions de teneur de minimale, et effectivement, également, figurent dans ce texte les différentes molécules organismes autorisées, que ce soit pour chélater ou pour complexer les oligoéléments dans ces engrais. Slide suivante. Alors, bon, donc là, on a donc le changement qui va avoir lieu là en juillet, c'est-à-dire qu'on va passer maintenant au nouveau règlement engrais 2019-1009, bon, qui est beaucoup plus large sur, sur la nature des matières fertilisantes qui vont pouvoir être dénommées engrais CE. Alors, bon, mais par contre, on retrouve à peu près les mêmes éléments dans la PFC 1, C2, qui concerne les engrais inorganiques à oligo-éléments. Et donc, on a effectivement une capacité à les dénommer et après à valider ces engrais inorganiques à oligo-éléments comme étant des engrais CE qui pourront être mis sur le marché à partir de juillet. La slide suivante. Donc là, on peut passer directement à la suivante. On est dans les étangs. On va s'intéresser maintenant, une fois qu'on a vu, on va dire, la partie positive, c'est-à-dire en fait les oligo-éléments qui sont mis afin effectivement de bénéficier aux plantes. On a effectivement potentiellement, et ça c'est arrivé progressivement dans l'approche des matières fertilisantes, la notion en fait de limitation des éléments traces métalliques dans les matières fertilisantes en vue de limiter les contaminations environnementales et des cultures. Alors, le principe, donc en revenant donc, en fait aux AMM, donc lorsque l'ANSES évalue une matière, il doit s'intéresser effectivement à ces notions d'absence d'effets nocifs. Et donc, pour cela, en fait, ils ont en fait des critères de référence dans le processus d'encadrement de l'évaluation des AMM. Et donc, il faut en fait rester sous des seuils. Et puis, par contre, et ça peut arriver, si effectivement on est au-dessus d'un certain seuil pour un ETM donné, le metteur sur le marché doit justifier, expliquer pourquoi il se retrouve avec cet élément de trace dans la composition de sa matière fertilisante. Et après, effectivement, la notion, c'est de voir comment, en fonction de la dose d'usage, on apporte, on a cette contamination, mais on la maîtrise en fonction de doses de produits qui permettent de respecter des apports limités. On peut passer la slide suivante. Alors, ça, c'est uniquement donc, le tableau qui figure dans les documents officiels qui encadrent l'évaluation aujourd'hui de l'ANSES. Et donc, avec effectivement
là, des limites telles qu'elles sont actées aujourd'hui pour, alors, lorsqu'on a affaire soit à des matières fertilisantes, et puis on a effectivement, on a le contexte des supports de culture également, qui ont d'autres valeurs, parce qu'effectivement, là, c'est à la fois le sol et puis la matrice de pousse directe des végétaux. Bon, slide suivante. Là, comme je l'indiquais tout à l'heure, lorsqu'il y a on vérifie au travers, l'ANSES vérifie dans l'évaluation, en fait, que les apports d'engrais ou de matières fertilisantes, en fonction des niveaux de contaminants présents, restent dans ces épures qui sont aujourd'hui les valeurs à jour utilisées par l'ANSES. Alors, c'est quelque chose, effectivement, pour certains, vous le savez déjà, ça va évoluer à l'avenir dans le cadre du socle commun des matières fertilisantes, qui mettra un certain nombre d'années à se finaliser, à être publié et à rentrer en vigueur. Mais c'est effectivement sur ces bases-là que l'ANSES évalue les AMM, et ces éléments-là figurent progressivement également dans un certain nombre de normes qui sont, comme on l'indiquait, les valeurs, l'encadrement de certaines dispenses. De même que, même si c'est plus ancien au niveau des valeurs, ces approches de flux et de teneur sont également dans les encadrements des épandages d'ICPE ou des IOTA au niveau des boues ou d'autres déchets épandus dans le cadre de la réglementation du ministère de l'Environnement. Page suivante. Alors, donc, comme je l'indiquais, effectivement, on a la même approche des flux et des ETM dans les normes. Et alors, ce qui est nouveau par rapport au 2003, mais y compris en lien d'ailleurs, et pas uniquement avec l'extension vers l'organique ou vers d'autres types de matières, le 2019-19 a introduit également des conformités à la teneur maximale d'ETM pour les matières fertilisantes qui seront mises sur le marché à partir de juillet 2022. Page suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, donc là on a vu, et comme ça a été expliqué précédemment par Laurence, si on a, quelles que soient les causes, des ETM dans le sol et dans différentes phases du sol, et donc à disposition notamment au travers des racines des plantes, les plantes ont une capacité à absorber ces ETM qui vont se retrouver en fait dans tout ou partie du végétal, et être éventuellement dans les parties consommables. Donc là, on va s'intéresser en fait aux ETM dans les denrées alimentaires d'origine végétale. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, bon, un rappel pour ceux qui ne seraient pas au fin de la réglementation du paquet hygiène. Donc, c'est effectivement le principe de la Food Law, qui est de 2002, qui disait qu'effectivement aucune denrée, et donc denrée d'origine animale, denrée d'origine végétale, ne doit être mise sur le marché si elle est dangereuse pour le consommateur, avec effectivement une responsabilité sur le producteur de cette denrée à différentes étapes. Elle peut être brute, elle peut être transformée, avec un principe d'autocontrôle, un principe de traçabilité pour voir quelles sont les causes et en cas de problème, qui est le destinataire, voire le consommateur final, et effectivement être en capacité de procéder à des retraits, c'est-à-dire retirer du marché, voire à des rappels, c'est-à-dire faire revenir des produits déjà mis sur le marché et potentiellement dans les mains des consommateurs finaux en cas de danger ou de suspicion de danger. Ça, c'est le grand principe. D'ailleurs, c'est toujours effectivement des grands principes, mais qui effectivement, parmi les professionnels concernés par ce grand principe, tous les agriculteurs, éleveurs ou producteurs de végétaux destinés aux denrées alimentaire est concerné. Alors après, effectivement, on a un second règlement de 2004 qui, en fait, affirme la responsabilité de l'exploitant, l'agriculteur, qui fait des choix, qui doit effectivement, dans ses choix, être amené à choisir effectivement des pratiques les moins contaminantes. Et effectivement, il y a donc dans les textes à la fois un certain nombre d'éléments dans lesquels on retrouve le sujet des matières fertilisantes, et puis effectivement, ça a été précisé
selon les cultures et selon les risques, soit par des guides de bonne pratique qui sont soit élaborés à l'échelle nationale, donc française pour nous, soit ce sont des guides qui sont élaborés après évaluation de l'EFSA à l'échelle communautaire. Alors, le grand principe, c'est l'obligation de résultat, mettre des denrées sûres, avec un choix de moyens. Par contre, effectivement, ces moyens pour réduire les risques sont évalués. Et encore faut-il trouver, en fait, en fonction du contexte, des techniques qui permettent de maîtriser, en tout cas d'aller vers une maîtrise des risques. On peut passer à la slide suivante. Donc là, s'agissant effectivement de la production primaire végétale, donc le principe, c'est là où on voit arriver nos sujets de contamination potentielle des végétaux au travers, en fait, d'un certain nombre d'apports de contaminants. Alors on voit l'air et l'eau, mais alors ce qui nous intéresse, parce qu'on l'a évoqué potentiellement, et comme on a parlé du cumul, quelle que soit l'origine, il y a les contaminations qui pourraient provenir du sol, et donc des contaminations des ETM présents dans le sol, et comme on l'a vu, soit de façon naturelle, soit de façon anthropique, y compris par moment, on a cité des activités industrielles, mais s'agissant en fait des métaux, le travail des métaux est ancien et on a des fois localement des contaminations historiques liées à la métallurgie ou à l'extraction de l'argent, avec par contre il n'y a plus d'argent, mais il y avait les ETM qui sont présents encore dans les sols et ça peut être des causes de contamination importantes dans certains secteurs. Et donc on a effectivement les engrais qui sont potentiellement des vecteurs d'apport de contaminants. Alors, le principe, donc, il faut trouver et chercher à réduire la contamination, au moins à la contrôler, avoir des pratiques qui cherchent à la contrôler. Et puis, ces pratiques de contrôle, ben, effectivement, c'est le principe de la traçabilité des actions en fonction des cultures. Il y a une notion, en fait, de tenir un registre. Alors même, il est plus ou moins précisé après par les textes de niveau nationaux, mais le principe général existe au niveau européen. Et donc, le but, c'est pour les engrais, les matières fertilisantes, c'est quelles sont les pratiques, les choix de l'agriculteur visant en fait à réduire l'impact de ces contaminations et donc s'agissant en fait de denrées alimentaires potentielles, brutes ou transformées, la santé humaine et potentiellement après il peut s'interroger et disposer ou pas de résultats d'analyse, que ce soit sur les matières qu'il amène, ça qui peuvent être fournies par le fournisseur, sur les sols, voire et sur les végétaux. Et donc, s'agissant en fait des contaminants ETM dans les denrées alimentaires d'origine végétale, on a effectivement potentiellement pour certains ETM des évolutions réglementaires et des limites maximales qu'il ne faut pas dépasser. C'est ce qu'on va évoquer rapidement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on a en fait un texte, effectivement, donc le 1880-2006, qui est régulièrement, et qui concerne d'ailleurs des denrées alimentaires, mais d'origine animale ou végétale, et en fonction des contaminants, certains contaminants ne concernent que les denrées animales ou d'origine animale, les autres, après, sont aussi présentes dans les denrées végétales. Et donc, c'est un texte qui est régulièrement modifié parce qu'effectivement, au fur et à mesure que la science progresse et que l'évaluation des risques, y compris alimentaires, amène à s'intéresser et à suivre la présence de tel ou tel contaminant, les contaminants ou des teneurs sont rentrés dans un texte et puis éventuellement, les valeurs ont tendance... le but, c'est que ces niveaux baissent pour améliorer la qualité et réduire les risques. Et donc là, en 2021, on a eu, entre autres, alors il y a eu un texte sur le plomb également, mais là, on va s'intéresser rapidement au cadmium, parce qu'on a vu que le sujet cadmium était prégnant potentiellement dans des apports via des engrais ou des matières fertilisantes. Et donc là, il y a eu en fait une évolution des teneurs en cadmium qu'on va voir rapidement, et de toute façon, on pourra libérer après la parole. Donc, on a des catégories, on avait 10 catégories avant 2021, maintenant on en a 47. On peut passer au tableau suivant, que vous pourrez regarder. Alors là, rapidement, on voit qu'il y a des teneurs qui ont été, en fonction des matrices, fortement divisées. Vous voyez, les radis, ça a été divisé par 5, les champignons de Paris par 4, les légumes-tiges par plus de 3. Il y a toute une série
de fruits ou de légumes par 2,5. Et puis après, on a également l'introduction de valeurs. Alors, rapidement, vous pourrez regarder dans la présentation. Donc là, le tableau indique les nouvelles valeurs. Alors, quand c'est surligné en jaune, il y a en face un coefficient qui donne le coefficient de réduction par rapport au texte en vigueur précédemment. Quand c'est 1 et on voit que c'est en blanc, ça n'a pas bougé, mais on voit qu'il y a très peu de matrices qui ont bougé. Alors par contre, quand c'est marqué, j'ai mis new pour que ça fasse plus petit, mais effectivement ça veut dire nouveau, on voit que là on n'a pas de réduction, et quand on descend, on peut passer les slides rapidement, la suivante, on voit qu'on a effectivement des réductions, et puis par moment on voit qu'on a l'introduction de nouvelles matrices, ce qui veut dire que maintenant on a la capacité à autocontrôler ou à contrôler en fait la présence et en espérant l'absence du cadmium dans un certain nombre de matrices végétales destinées à devenir des denrées alimentaires. On peut passer à la suivante, et encore à la suivante, voilà. Et donc, pour conclure mon intervention, donc voici le principe. Si on veut vérifier ces teneurs, il faut qu'il y ait un autocontrôle. Donc, l'autocontrôle, il peut être réalisé. Alors, il peut être réalisé par les producteurs primaires végétaux, mais c'est rare que, en absence de signalement particulier, les agriculteurs fassent d'eux-mêmes des analyses pour rechercher des métaux lourds dans leurs végétaux. Mais par contre, en fonction des filières de commercialisation, aval ou transformation, il y a soit des obligations, soit des bonnes pratiques qui visent à surveiller effectivement ces teneurs-là et à vérifier qu'elles respectent la réglementation. Et de même, effectivement, il y a des plans de contrôle et de surveillance, les autorités compétentes. Alors, s'agissant effectivement de la mise sur le marché des denrées végétales en France, c'est les collègues de la DGCCRF qui font effectivement des prélèvements et qui suivent depuis un certain nombre d'années les teneurs au fur et à mesure d'évolution de la réglementation. Après, on peut, nous, effectivement, au niveau des services de l'agriculture, être amené à faire ce type de prélèvement en lien avec des signalements directement chez l'agriculteur, le producteur primaire. Alors, effectivement, la connaissance ou simplement le signalement de ces potentialités, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un lien entre la volonté de réduire le niveau de cadmium dans les matrices végétales et la réflexion des agriculteurs, à la fois sur leur stock d'ETM dans les sols, et y compris sur les apports de certains contaminants, et notamment le cadmium qui est, comme on l'a vu, assez présent dans un certain nombre de types d'engrais. Et donc là, il y a un élément en fait miroir, c'est y a-t-il des contaminants dans les végétaux, et s'ils viennent, où sont-ils? Sont-ils déjà dans le sol, ou sont-ils apportés et prélevés par les végétaux au moment des cultures et des récoltes? Et je pense qu'effectivement, voilà, j'ai terminé ma présentation en espérant avoir été à la fois clair et rapide. Merci. Bon, merci.